tout le monde, et je dis bien tout le monde, connaît K-pop Demon Hunter. C'est un succès mondial, international. Tout le monde l'a au moins regardé une fois. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne l'ont au moins regardé, je pense. Et vous savez que j'en ai déjà parlé il y a peu en parlant des théories de K-pop Demon Hunter. Je savais pas trop comment en parler. Je voulais en parler, mais je savais pas trop comment. Et j'avais dit que je reviendrais un peu dessus. Et là, c'est un sujet qui concerne un peu plus la K-pop. Bon, le film s'appelle K-pop Demon Hunter, donc de toute façon, j'aurais pu en parler, juste donner mon avis, ça serait rentré dans ce que je fais dans la chaîne. Mais je voulais des sujets un peu plus aboutis. Donc les théories, voilà, je les ai cherchées et tout ça, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs, parce qu'au moment où je tourne, elle n'est pas encore sortie, je crois que ça sort ce week-end. Et donc du coup, cette fois, on revient avec est-ce que K-pop Demon Hunter est fidèle au monde de la K-pop ou non. Bon, je sais que K-pop Demon Hunter, j'ai pas vraiment besoin de le présenter, mais bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, je pense, ou n'aiment tout simplement pas le film, j'ai besoin de faire quand même une petite présentation. Mais donc du coup, K-pop Demon Hunter, c'est un film d'animation qui est sorti le 20 juin, le 20 juin 2025, donc de cette année. Il a même pas 6 mois, là, quand je fais la vidéo. Et donc, du coup, c'est un film d'animation fait par Sony. Et bah, qu'est-ce que ça raconte, K-pop Demon Hunter? K-pop Demon Hunter, ça raconte tout simplement l'histoire de Rumi, Zoé et Mira, qui sont des chasseuses de démons et qui vont faire la rencontre et se battre contre les Saja Boys, un groupe de démons. Mais en parallèle, on suit aussi l'histoire interne de Rumi, puisque cette dernière n'est autre que mi-chasseuse, mi-démon. J'ai pas besoin de vous dire que ça s'inspire fortement de la K-pop. Les auteurs l'ont dit eux-mêmes et vous allez le voir dans la vidéo. Et j'ai eu une discussion avec ma meilleure amie qui me dit, et c'est de là qu'est sortie l'idée de cette vidéo, et qui m'a dit: j'ai bien aimé le film, les musiques sont cool, tout ça, mais il y a des trucs, j'ai pas l'impression que ça ressemble, enfin, c'est pas cohérent avec le monde de la K-pop. Et là, je me suis dit, écoute, j'ai vu le film plusieurs fois, et dans ma tête, ça fait, Océane, tu vas faire une vidéo comparaison de qu'est-ce qui est fidèle ou non à la K-pop. Et autant vous dire que j'ai été étonnée de trouver peu de choses qui ne correspondent pas avec le monde de la K-pop. Mais donc du coup, on va commencer avec ce qui correspond à peu près au monde de la K-pop qu'on a nous aujourd'hui. Et ça commence dès le début du film, puisque l'une des premières scènes qu'on voit, c'est la scène du concert et de l'avion. Et dans cette scène-là, on assiste à un concert de K-pop, comme on en a chez nous partout. C'est dans un grand stadium. On a des groupes, les gros groupes, comme les Huntrix dans le film, qui font des tournées des stades. Par exemple, si je prends donc le seul concert que j'ai fait de K-pop jusqu'à là, c'est les BTS, et quand ils ont été au Stade de France, c'est l'équivalent un peu de ce que j'ai vu dans Huntrix, puisque on a les concerts, on a tout qui est chorégraphié, les lightsticks, les fans qui sont là, et même les sortes d'interviews qu'on a, c'est des interviews que peuvent faire les journaux aux fans avant de rentrer dans la salle, donc ça correspond aussi. Ceux qui ont leur bias ou non, les lightsticks, et c'est vraiment la même chose. En fait, la seule chose qui ne correspond pas avec la K-pop, mais c'est parce que c'est tout petit et je vais pas le mettre dans l'autre partie, c'est que nos stars de K-pop, nos groupes n'arrivent pas du ciel et ont fait un saut vertigineux d'un avion. Ils font pas du parachutisme ascensionnel, c'est ça, sans parachute, ça non. Mais sinon, on a le droit à une scène de concert comme on peut en voir n'importe où. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer, je pense, dans le montage, ma première vidéo, les extraits sont passés quand ils étaient en opacité. Donc du coup, vous aurez les extraits un peu transparents, mais au moins je peux vous illustrer la vidéo et vous laisser les vidéos pour que le montage soit un peu mieux. Et il y a que ça, sinon la vidéo passe pas. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas une erreur de montage, c'est une façon de pouvoir vous mettre les extraits et mieux illustrer ce que je dis. Une deuxième similitude avec la K-pop, j'ai remarqué, c'est quand je ne sais plus qui explique, mais à un moment on nous explique que les chasseuses de démons existent depuis la nuit des temps. J'ai l'impression que c'est depuis la période Joseon, ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, elles existent depuis genre la nuit des temps. Et donc du coup, on voit les différentes générations. Donc vraiment
dans l'ancienne histoire, un peu plus années, pas cabaret, j'ai envie de vous dire, mais vous voyez à peu près, les années 90, les années 2000 et là les années 2010. Ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que à partir de donc c'est la mère de Rumi. La mère de Rumi, on peut les identifier un peu à la deuxième, troisième génération, où on peut mettre le groupe un peu, genre, quand je les ai vus, ça m'a tout de suite fait penser à SNSD. Et bah, quand j'ai fait mes recherches, les gens voyaient aussi un peu de 21, mais vous voyez un peu cette génération-là. Et quand on voit la génération de Rumi, Mira et Zoé, bah, on a plus l'impression de voir notre génération à nous, avec peut-être les Blackpink, New Jeans, ce genre de génération-là. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça ressemble aux différentes générations qu'on a eues jusqu'à là. Les chasseuses, il y a un groupe de chasseuses qui s'illustre à chaque génération, j'ai l'impression. Ce qu'on peut voir aussi de très semblable, c'est les promotions des albums, qui ressemblent beaucoup aux nôtres, puisque au moment où Rumi sort Golden, bah, tout de suite, on voit qu'il y a 2 nouvelles tenues qui sont prêtes, que les filles lancent un compte à rebours pour que le clip sorte, que il y a des interviews qui vont faire une première représentation. C'est vraiment en fait tout ce qu'on a nous quand il y a un album qui sort, puisque quand un groupe annonce un comeback, bah, il y a le MV qui sort, ensuite il y a des interviews qui sont faites, il y a des scènes type M Countdown, et on le voit aussi que les filles, bah, face aux Saja Boys, font ces genres d'émissions type M Countdown, où on voit que chaque semaine, bah, remporte le prix ou non. Et c'est typiquement en fait ce qu'on voit nous bah, avec nos comebacks en fait, type les musiques core, M Countdown, tout ça, c'est la même chose. C'est typiquement la même chose. Et ce qui tient aussi un peu de ce fait-là et qui est aussi la transparence avec notre monde de la K-pop news, c'est que à ce moment-là, dans Golden, on voit bien que avant la représentation, Rumi a une extinction de voix. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que des membres de groupe soient tellement fatigués par les promotions ou par l'énergie qu'ils ont dépensée pour s'entraîner justement pour ce comeback, bah ils sont fatigués et des fois bah, ils ont besoin d'une pause. Après, je sais que dans K-pop Demon Hunter, Rumi, elle, c'est sa part de démon qui lui fait perdre sa voix. Mais ça peut être aussi une métaphore de la pression qu'ont les idoles face au nouveau comeback, l'attente des fans, l'attente des journalistes. Ils ont de l'attente, ils ont de la pression, et pour eux, c'est difficile et fatigant de subir toute cette pression-là. Et on le voit bien, puisque, enfin, sans voir Rumi, qui est fatigué, quand ils finissent de promouvoir leur nouvelle, de finir leur concert, on voit bien que même Zoé et Mira sont heureuses d'être en vacances parce qu'elles sont fatiguées. Quand on leur demande ce qu'elles vont faire, elles vont s'allonger dans le canapé et elles vont profiter de leurs vacances. Et bah oui, parce que on sait bien que les idoles ont des plannings, des programmes hyper chargés, hyper fatigants, et que bah quand ils sont en vacances, je pense qu'ils les savourent encore plus que nous. Et ça, c'est un truc aussi qui ressemble à la K-pop de chez nous, puisque on veut nous faire voir un monde qui est joli de ça, mais il faut pas oublier que c'est très très fatigant. C'est sûr que c'est plus un métier, pas plaisir, c'est un métier passion, mais ça reste très très fatigant. C'est pas parce que tu fais ta passion que tu vas être moins fatigué. Pour donner des exemples, bon, il y a eu l'accident de Wendy sur scène au SBS Goyo Dejan, mais pour plus illustrer ça, il y a Taemin qui plusieurs fois est revenu sur le fait qu'il était fatigué, qu'il aimerait bien prendre une pause. Puis il y a aussi Mina des Twice qui a dû se mettre en pause pendant un certain bout de temps suite au surmenage et à l'anxiété que tout ça générait pour elle. Et il fallait qu'elle se repose parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc quand nos idoles, on leur donne des vacances, ils les méritent tout autant que les filles dans le clip. Un autre point qui est quand même assez semblable, c'est les cérémonies de fin d'année. Nous, on sait que dans la K-pop, les toutes grosses cérémonies type Mama, Melon Music Award, Asian Music Award, tout ça, ça se concentre au mois de décembre. Fin d'année, je crois qu'il y en a même un le 24 décembre, ou le 31 décembre, mais en tout cas, toutes ces grosses cérémonies-là qui remettent les plus gros prix de l'année se concentrent à la fin de l'année. Donc c'est quand même une période assez importante, autant pour les fans que pour les groupes. Et, bon, c'est pas pour la même raison, mais dans K-pop Demon Hunter, les filles disent bien que ils pourraient repousser
la sortie, enfin repousser la scène, tout ça, ou même ne pas se présenter. Alors je sais plus quelle cérémonie ils disent, mais à la cérémonie de fin d'année. Et Rumi dit non, c'est la cérémonie la plus importante. On récupère de l'énergie pour le Old Moon pour le reste de l'année. Bon, alors eux c'est pour sceller le Old Moon, mais on voit bien que c'est tout aussi important pour elle. Donc voilà, l'importance des cérémonies de fin d'année est aussi importante dans K-pop Demon Hunter que chez nous. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous fait une mise en scène comme, je sais pas si vous faites partie de la K-pop depuis longtemps, mais alors, ça fait 2-3 ans que je regarde plus les cérémonies de fin d'année, je sais pas si ça se fait toujours, mais il y a une époque où les cérémonies de fin d'année organiser un peu une sorte de battle entre deux groupes et ça c'était un peu scénarisé lors des cérémonies de fin d'année. Alors j'ai l'exemple de BTS et BTOB, il y avait eu genre toute une scène où ils avaient fait plusieurs fois leur musique, battle de danse, tout ça, vraiment incroyable. Et ça, on le retrouve, je trouve, dans K-pop Demon Hunter, puisque à la fin, lors de la cérémonie de fin d'année, le présentateur nous présente Huntrix et les Saja Boys comme deux groupes, genre la mise en scène, genre un côté de rue Huntrix, l'autre Saja Boys. Vraiment, cette mise en scène, c'est typiquement les battles de groupe qu'on avait à l'époque. Et j'ai bien aimé ce genre de petit clin d'œil parce que c'est vraiment genre la K-pop quand je suis arrivée dedans. Et j'étais en mode, ouais, mais moi, en fait, nous, ça se passait aussi comme ça dans la réalité. Un autre point qui est aussi assez cohérent par rapport à la réalité de la K-pop chez nous, c'est tout ce qui rapporte au couple. Puisque on sait bien que nous dans la K-pop aujourd'hui, si tu veux être en couple, le mieux c'est que tu sois caché, que tu le dises à personne, comme ça tu seras tranquille. Personne viendra te demander de démissionner de ton groupe parce que tu as trahi la confiance de tes fans ou autre chose. Aujourd'hui, vivons mieux, vivons cachés. Hein, ça c'est sûr. Et c'est un peu aussi ce qui transparaît avec donc Jinu et Rumi, puisque c'est la tendance un peu romantique qu'il y a entre les deux. Il y a possiblement un couple. Et en fait, on nous laisse sous-entendre tout le long du machin. Et en plus, quand on regarde, Jinu et Rumi se retrouvent toujours dans des endroits où il n'y a personne. Se retrouvent secrètement dans des tout petits endroits discrets, il y a personne autour d'eux parce que c'est ce qui se passe en fait. Si t'es en couple avec quelqu'un pour pas faire de scandale, tu te caches. Et regardez, c'est ce que faisaient les couples. Je prends l'exemple de Jennie Kai, Jio et Kang Daniel. C'est des couples qui vivaient cachés. Ils se cachaient pour ne pas être embêtés. Et quand on voit ce que ça a donné au niveau des fans, c'est sûr que oui, on comprend en fait pourquoi ils cachent leur couple. Et je retrouve un peu cette dynamique-là dans K-pop Demon Hunter, où Jinu et Rumi vraiment vivent cachés. Quand ils voient qu'il y a une femme qui vient auprès d'eux, genre ah non, on n'est pas en rendez-vous secret, tout ça. Et quand elle dit tiens pour ton petit ami, elle fait ah non, c'est pas du tout mon genre, tout ça. C'est caché, genre. Et ça, c'est malheureux de le voir, c'est que, avant, même si on rencontrait deux idoles, on n'allait pas dire forcément qu'ils étaient en couple, mais maintenant, en fait, tout le monde crie au scandale du couple un peu trop vite. Donc, c'est normal que maintenant, et ça, je trouve très triste, qu'on voit moins d'interactions entre les idoles féminines et les idoles masculines. Et donc, du coup, ça, par contre, c'était différent dans K-pop Demon Hunter, puisque lors du fansign, on est même plus à crier au chip qu'autre chose. Un autre cas semblable, c'est aussi la scène où les garçons chantent Soda Pop. Et là, c'est pareil, on a plusieurs trucs qui ressemblent un peu à ce qu'on voit dans la K-pop aujourd'hui, puisque déjà, on a une scène de rue. Il y a plusieurs groupes, type, le seul qui me vient à l'idée, à la tête, là, c'est les Stray Kids. On a vu dans leur émission, avant les débuts du groupe, que les gars avaient fait une scène de rue où ils avaient chanté quelques-unes de leur musique pour justement attirer de nouvelles personnes, se faire une petite fanbase avant les débuts du groupe. Et c'est exactement ce qui se passe avec Saja Boys. Ils vont chanter Soda Pop pour justement attirer du monde. Et d'ailleurs, on voit quelque chose d'aussi très crédible par rapport à la K-pop chez nous,
les filles qui se cachent pour sortir. Rumi met sa capuche, Mira a des lunettes et un bob, et c'est pareil, Zoé, elle se cache aussi, puisque je crois que c'est Ayu et Taeyeon qui avaient dit que plusieurs fois elles se sont cachées ou un peu déguisées dans la rue pour passer les foules et sortir un peu plus discret, puisqu'elles ont pas envie de se faire suivre. Un truc qui apparaît aussi, et ça c'est typique de notre façon de vivre aujourd'hui, c'est les trends. Puisque quand Soda Pop sort, on voit que Soda Pop est la trend de bouger les épaules et reprise partout. Mais ça, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est ce qui fait partie à part entière maintenant des promotions dans la K-pop. Si un son devient une trend TikTok, logiquement, le groupe va avoir de la visibilité et le comeback va être réussi. Par exemple, si je dois vous prendre la plus grosse, enfin, pas la plus grosse, mais genre, ce qui a marché le mieux, c'est par exemple Cupid de 50-50. On est arrivé à un moment où la trend TikTok marchait même par rapport à ceux qui n'écoutaient pas de K-pop. Donc, et 50-50, Cupid a vachement bien marché. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, les fansigns aussi, ça fait partie intégrante de la K-pop. Alors, plus avant, moins maintenant, puisque avant, on avait vraiment tout genre de groupes populaires, non populaires, qui faisaient des fansigns. Et maintenant, on a plus des groupes. Alors, c'est des groupes de popularité moyenne, en fait, qui continuent à faire des fansigns, puisque les gros groupes, en fait, maintenant, je pense que ça ne serait plus possible niveau organisation. Puis, ils en ont plus besoin, j'ai envie de vous dire. Mais, par exemple, on voit encore des groupes comme Kepler ou Keepwainers. Dites-moi comment vous dites en commentaire. Kepler ou Keepwainers, des tout petits groupes ou des groupes moyens faire des fansigns. Mais c'est pareil, là, le fansign, on voit, les fans font la queue, discutent un peu avec leurs idoles, font signer leurs albums, tout ça, il y a des discussions, des rires, tout ça, et c'est typiquement ce qu'on voyait dans les fansigns à l'époque. Et le dernier point qui ressemble un peu, à la K-pop aujourd'hui, mais c'est plus sous forme de métaphore, c'est la double vie que peuvent vivre les filles, puis les garçons aussi, mais bon, on va se concentrer sur les filles, puisque c'est elles le sujet principal du film. Mais cette double vie qu'elles mènent, où elles sont chanteuses sur scène et hors de scène, elles sont des chasseuses de démons. Ça, cette double vie-là, on pourrait en faire la métaphore des idoles qui sont sur scène et différents, hors caméra, tout ça. Et j'ai eu bon nombre de fois à le dire que dans mes vidéos, que les idoles, on les connaît sur scène, mais en dehors de la scène, on ne les connaît pas. Et Huntrix, c'est typiquement le cas, puisque même Bobby, qui est leur agent, ne sait pas que ce sont des chasseuses de démons. Il y a que les filles qui sont au courant et Céline. Donc, c'est pareil. Nous, on voit ce qui se passe devant sur scène, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et cette métaphore-là, je l'ai trouvée assez sympa. Et ça se voit aussi avec les Saja Boys. Les Saja Boys, sur scène, tout le monde voit genre le nouveau boys group qui va marcher. Derrière, personne ne sait que ce sont des démons qui n'ont pas d'âme. Et on voit ça parfaitement avec l'extrait du fansign où les garçons genre font coucou, des sourires aux fans, tout ça quand ils sont sur scène. Une fois qu'ils sortent, c'est des zombies. Et ils jettent les cadeaux, tout ça. Je voulais mettre ce dernier petit point, même s'il n'y avait pas grand chose dedans, parce que c'est une grande partie de ce que vivent les idoles. Maintenant, on va passer à ce qui ressort un peu du lot et qui ne correspond pas avec les idées de la K-pop que l'on a. Et là, il y en a beaucoup moins, j'ai envie de vous dire. Le premier, c'est tout simplement, c'était logique, mais j'étais obligée de le mettre. Il y a pas de magie chez nous, hein. On voit pas de lions bleus, de petits derpis et de corbeaux qui pop dans notre chambre. Il y a pas d'épées, de démons, tout ça. Non. La K-pop chez nous, c'est de la vente de disques, des groupes, la bataille pour la bataille entre les agences, tout ça. Genre, nous, il y a pas de magie, hein. Et heureusement, parce que ce serait le bordel sinon. Mais si on prend la magie tant que telle, on pourrait voir ça comme une sorte de métaphore de la pression surnaturelle que subissent les groupes. Puisque on le voit pour les garçons, les Saja Boys, être un démon, donc un être magique, c'est quand même une pression, puisqu'ils ont la pression de faire vivre les autres. Huntrix, ce sont des chasseuses de démons, donc aussi des êtres surnaturels. Elles chassent des êtres surnaturels et c'est une pression pour elles aussi d'être chasseuses de démons. Donc
le côté magique de K-pop Demon Hunter pourrait être aussi vu comme la pression énorme que vivent les groupes de K-pop. Alors, un truc, et c'est genre le sujet de cette vidéo, c'est l'idée qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le rapport à la nourriture dans K-pop Demon Hunter est totalement différent du rapport à la nourriture qu'ont nos idoles. Puisque dans K-pop Demon Hunter, pour simple exemple, on voit les filles dégommer une table basse entière de nourriture, Rumi qui se balance le kimbap en entier dans la bouche. Chez nous, on verrait pas ça. Non, puisque on sait bien que les agences ou les idoles font très attention à leur apparence. Et on a vu plusieurs fois des idoles parler de régime avant les comebacks, tout ça. Par exemple, on a Jimin qui avait parlé dans une émission de cuisine pendant les comebacks, en fait, il était venu, je crois que c'est ce coup-ci où il était venu à manger un repas tous les 10 jours ou un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai l'extrait en question. 또 굉장히 고생 많이 했다고. 그때 제가 무슨 바람이 불어가지고 거울을 딱 보더니 잘생겨 보이고 싶은 거예요. 나도 좀 이제 외모가 괜찮은 멤버들 순위로 올라가고 싶다 이렇게 된 거였죠. 그래서 나도 살 좀 빼야겠다 해서 빼다 보니까 욕심이 너무 생겨가지고 10일간 한 끼만 제대로 먹어. 10일에 한 끼? 네. Et il y a Momo aussi, Momo des Twice, qui était venue à dire qu'avant chaque comeback, tout ça, elle faisait encore plus attention à sa forme, à sa forme physique, tout ça, et à ce qu'elle mangeait, puisque c'est très important. Genre le rapport à la nourriture, c'est presque un rapport conflictuel avec les idoles, alors que dans K-pop Demon Hunter, pas du tout, hein. Pas du tout. Donc ça, c'est sûr que oui, ça dénote de la K-pop que nous on a. Le dernier point, mais attendez, restez, parce qu'il reste encore une petite partie. Le dernier point qui ne va pas avec la K-pop, c'est la liberté qu'ont les filles. Alors, ça dépend là aussi de l'agence, mais on a des agences où la liberté, que ce soit musicale ou la liberté en dehors des activités de groupe, il y a des agences qui contrôlent ça pour les groupes et d'autres qui les laissent faire. Hein. Donc dans K-pop Demon Hunter, on voit les filles qui sortent un peu comme elles veulent. Et le cas Arumi, elle sort, tout ça, elle va voir Jinu. Pareil, les filles ont mainmise sur toute leur musique. C'est elles qui composent la musique, elles choisissent la musique qu'elles veulent sortir. Et un truc qu'on verra jamais chez nous, c'est elles-mêmes qui choisissent de faire sortir leur musique. Rumi qui balance Golden alors que rien n'était prévu, pas d'annonce ni rien. Jamais chez nous on verra ça. Puisque chez nous, les agences, c'est elles qui gèrent tout ce qui est comeback, avec un planning millimétré au jour et à l'heure près. Et t'as certains groupes qui n'ont pas la main mise sur leur création artistique. Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, GOT7 est parti de la JYP puisque la direction musicale que voulait leur faire prendre l'agence n'était pas celle que les garçons voulaient prendre. Et donc du coup, ils ont décidé de quitter l'agence. Ça, on le verra pas dans K-pop Demon Hunter parce que les filles font ce qu'elles veulent avec leur musique. Ensuite, je voulais terminer cette vidéo-là, pas en mettant des trucs qui ressemblent ou qui ressemblent pas à la K-pop, mais plutôt des clins d'œil, puisque K-pop Demon Hunter se passe dans un monde outre le nôtre. On nous demande pas de croire que c'est la réalité. Mais il y a quelques clins d'œil qui sont plutôt pas mal à notre K-pop à nous. Déjà, les créateurs de K-pop Demon Hunter on dit que ce soit les Saja Boys ou Huntrix avaient été créés à partir d'exemples. Ils se sont inspirés de beaucoup de groupes réels. Par exemple, Huntrix, ils ont dit qu'ils s'étaient beaucoup inspirés de Twice, ITZY et Blackpink. Et que les Saja Boys, ils s'étaient inspirés de BTS, T-by-T et c'est 80s, je crois. Et que Rumi était inspiré de Jennie. Jinu, c'est un membre des Astro, je crois. Et il s'était inspiré, hein, et c'est normal de prendre des inspirations. Et d'ailleurs, les gens qui ont regardé K-pop Demon Hunter et qui connaissent la K-pop étaient heureux de voir en fait qu'ils s'étaient inspirés de personnes réelles. Ensuite, le premier vraiment clin d'œil qu'on voit dans le film, c'est la petite scène de drama quand les filles, et plus particulièrement Jinu, rencontrent Rumi, puisque quand ce dernier la bouscule, on a le droit à une scène de drama avec la musique de Business Proposal,
Je crois que c'est Love Again. Attendez, je regarde. Love Maybe. Typique scène de drama, hein. Petit clin d'œil au drama, hein. Et autant dire que c'est une partie de la K-pop, les dramas, hein. Ça fait partie de la Liu, donc autant le mettre. Ensuite, il y a l'émission où sont les Saja Boys. Je pense que tout le monde a reconnu. Alors, je ne sais plus le nom que ça avait au début, mais avec les deux présentateurs, c'est carrément inspiré de Idol Room, qui sont présentés par Jung Young-don et Defcon, hein, la Idol Room. Mais ils avaient une émission avant qui ressemble aussi, mais les deux sont un peu pareils. La dernière, c'était Idol Room. C'est clairement inspiré de ça. C'est la même chose. Aussi, un clin d'œil que je vois. Alors, moi, je l'ai vu personnellement. Après, vous aurez peut-être une autre. Le clin d'œil se dirige vers autre chose. Moi, quand j'ai vu Rumi voler sur son petit truc là dans Golden, là à la fin, lors de la remise de fin d'année, j'ai tout de suite pensé à Jungkook lors des concerts quand il chantait Euphoria. Pour moi, c'est la même chose. Et pareil, au niveau de la cérémonie de fin d'année, à un moment, quand les filles se dirigent pour aller sur scène, on a sur le mur, et c'est tout discret, des posters de groupes qui sont réellement dans la K-pop aujourd'hui. On a Twice et Meov, attendez. Meov, je sais pas comment on le dit. Mais en tout cas, c'est un groupe réel. Et c'est pareil, ça fait une passerelle avec le monde réel, puisque à un moment, quand Bobby regarde les charts de Golden, Golden dépasse Strategy des Twice. Enfin, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis éclatée à la faire. Parce que tout simplement, je les ai remarqués et puis je me suis dit ça serait une bonne idée. Ça fait un lien un peu plus avec la chaîne et avec la K-pop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé qui ressemblait ou pas à la K-pop que nous on connaît. Les autres clins d'œil que vous avez vus, parce que je les ai peut-être pas tous vus, hein, pour vous dire, je suis plus occupée à chanter les musiques qu'à regarder certains détails. Il y a des moments. Aussi, j'ai pas parlé parce que ça c'était pas vraiment au niveau K-pop, mais K-pop Demon Hunter fait aussi pas mal de rapports avec le folklore coréen. Pour ceux qui s'intéressent un peu plus au folklore, allez-y, genre ça grouille de folklore coréen. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.